Bienvenue à nos capsules sur les rôles et responsabilités des administratrices dans le cadre de la formation leader et décisionnelle de la YWCA. Mon nom est Nancy Anouar, je suis consultante et formatrice auprès des groupes communautaires et je fais partie de l'équipe des formatrices de la YWCA. Donc, nous avons de la matière pour 2 capsules. La formation se déroule en 2 capsules d'environ une quinzaine de minutes. Et l'objectif général de la formation est de comprendre le rôle joué par une administratrice au sein de conseil d'administration. Et de façon plus spécifique, on va apprendre à saisir la notion de ce qu'est un conseil d'administration et ensuite connaître les pouvoirs, droits, devoirs et responsabilités d'une administratrice. Les types d'organisations où on retrouve un CA, donc ça peut à la fois être très, très large. On peut parler d'entreprises privées, on peut parler du public, du parapublic, du lucratif, du non lucratif. Donc, on va voir ça un peu plus en détail là, à travers le PowerPoint. Mais ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ce sont toutes les personnes morales sans but lucratif créées en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec qui doivent mettre en place un conseil d'administration. Donc, qu'est-ce qu'une personne morale? Bien, c'est une entité qui est dotée dans les conditions prévues par la loi de la personnalité juridique. Donc, elle est capable, à l'instar d'une personne physique, d'être titulaire des droits et obligations. Et la plupart des entités légales doivent aussi posséder un conseil d'administration. C'est sûr qu'ici, on est à la YWCA, donc on va parler davantage, on va focusser sur le travail qu'on fait dans le cadre des OBNL et l'expérience qu'on tire au sein des conseils d'administration des OBNL, mais c'est transférable à travers d'autres types d'entreprises. Donc, toujours dans où est-ce qu'on peut s'impliquer au niveau du non lucratif, comme on disait tout à l'heure, on peut aller vers le réseau public. Ou parapublic, donc on parle de réseaux scolaires, politiques, municipal, les conseils de quartier. Au niveau du public lucratif, on peut aller vers des sociétés d'État, par exemple, Société des alcools du Québec, l'Hydro, Caisse de dépôt de placement, etc. Je ne vais pas plus loin. Au niveau du privé, dans le non lucratif, on a tous les OBNL imaginables qui desservent la population de plein de façons. Et un très bel exemple, d'ailleurs, c'est la YWCA, qui est un exemple d'OBNL. Et au niveau lucratif privé, on a toutes les entreprises privées, les entreprises sociales, les entreprises de construction, les entreprises de services, les entreprises de transformation. Quel est le rôle du conseil d'administration? Donc, on disait que c'était une entité, un groupe de membres qui siégeait et qui formait le conseil d'administration, mais son travail, c'est d'être le gardien de la mission et de l'organisation. C'est ça le travail d'un conseil d'administration. Donc, c'est important de savoir que le conseil d'administration doit agir en tant que groupe et non à titre individuel. Donc, si je vais siéger sur un conseil d'administration, je ne siège pas en mon nom à moi, au niveau de mes intérêts, mais au niveau des intérêts de l'organisation. Extrêmement important. Les membres doivent faire passer l'organisation en premier lieu. Donc, on n'arrive pas à un conseil d'administration avec des intérêts personnels, mais on fait passer l'organisation d'abord et avant tout. Les membres du CA ne peuvent pas s'octroyer de permission, sauf si elles sont autorisées, par exemple, par le conseil d'administration. Le conseil peut déléguer un pouvoir temporaire à un membre en lui octroyant le droit de parole, par exemple, pour répondre à un point de presse ou une mêlée de presse quelconque. Le CA doit respecter les règlements généraux et les appliquer. Les règlements généraux d'une corporation, bien, c'est un peu la Bible de la corporation qui va nous induire tout ce que nous devons faire et respecter comme règle pour le bien-être de la corporation et de la mission à laquelle on s'implique. Et le CA est imputable des décisions prises. Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on intègre un conseil d'administration, bien, le CA est redevable et responsable de l'ensemble des décisions qui sont prises. Les responsabilités d'un conseil d'administration, c'est quoi? Bien, il y a la responsabilité générale de participer à l'élaboration et d'adopter des plans stratégiques et des plans d'action.
Il y a la responsabilité d'encadrer et de superviser la conduite des affaires de l'organisation. On va y revenir un petit peu plus tard. De doter de politiques et de pratiques de gouvernance. Ça aussi, le concept de gouvernance, on va y revenir un peu plus tard. Et d'assurer le suivi des décisions et de répondre de ces résultats. Donc, de façon plus précise, le CA approuve les processus de planification stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour l'organisation? Quels sont nos plans et comment on souhaite y parvenir? Les orientations stratégiques, le budget annuel. Quand on siège sur un conseil d'administration, nécessairement, ça se peut qu'on ait à gérer des budgets et un peu de sous. Le rapport des activités. Donc, tout au BNL, à la fin de l'année, doit présenter le rapport de ses activités aux membres de la corporation. On va y revenir aussi. Le plan d'immobilisation, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources matérielles, qu'est-ce qu'on fait avec les biens durables. Le plan d'exploitation, comment on va déterminer le déploiement de notre mission, de nos services. Les restructurations organisationnelles, les dépenses importantes, les règlements de régie interne et les politiques. Ce qu'il faut savoir, par contre, malgré toutes les responsabilités et les mandats d'un conseil d'administration, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls et pour lesquelles on doit nécessairement aller en assemblée générale annuelle, par exemple, pour ratifier les règlements généraux. Donc, ratifier, ça veut dire approuver les modifications qui ont été faites en cours d'année par le conseil d'administration. Bien nécessairement, si on a apporté des modifications aux règlements généraux, bien on doit les apporter en AGA qui, elle, va accepter des modifications ou même les remodifier avant de les accepter. Modification des statuts ou bien en cas de dissolution. Souvent, les dissolutions d'organisation, on verra pas ça en assemblée générale annuelle, mais davantage en assemblée générale spéciale. On ne peut pas fermer une organisation, une corporation du jour au lendemain sans aller sonder les membres. Nous parlions de gouvernance il y a quelques instants. Bien, la gouvernance, c'est à la fois le travail, le fruit du travail entre le conseil d'administration et la direction générale. Parfois, on parle de direction, parfois, on parle d'équipe, parfois, on parle de coordination, tout dépendamment du modèle de gestion organisationnelle. Donc, le conseil d'administration, son rôle, on le disait, c'était d'être le gardien de la mission, le gardien du bien-être de l'organisation. La direction générale, elle, c'est de voir aux opérations avec l'équipe ou les équipes de travail. Donc, l'aspect de gouvernance, c'est un heureux mariage entre la mission qui est bien gardée par le conseil d'administration et le fruit du travail de l'équipe et de la direction générale. C'est sûr que lorsqu'on est gardien d'une mission, on a tendance à vouloir, on a comme un mandat de surveillance d'une certaine façon, mais on doit le faire dans le respect des frontières saines entre le conseil de l'administration et les équipes à l'interne avec la direction pour faire un travail là, beaucoup plus élargi et harmonieux. Qu'est-ce que fait le conseil d'administration? À qui il est redevable? Bien, c'est sûr que la direction, le personnel est redevable souvent à la direction au conseil d'administration, mais le conseil d'administration, lui, il est redevable. Il doit rendre ses comptes annuellement aux membres des assemblées générales annuelles, donc les membres de la corporation. Il faut savoir qu'on a différents membres dans une corporation, tout dépendamment des statuts et règlements généraux. Et les différents membres doivent souscrire à la plateforme d'adhésion. Donc, on peut avoir des membres qui sont utilisateurs de services, des membres qui sont de la communauté, on va avoir des membres du personnel, on va avoir des membres d'une fondation, par exemple, qui est associée. Donc, le conseil d'administration ne peut pas travailler tout seul. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il y a l'Assemblée générale à qui il doit rendre des membres, ainsi que naturellement aux membres de la corporation. Donc, un mot sur les pouvoirs de l'Assemblée générale. On a vu les pouvoirs, les devoirs des membres de CA. Bien, l'Assemblée générale, elle, a le pouvoir d'élire les administrateurs, de nommer le vérificateur annuel, donc celui qui va venir vérifier les comptes au terme de l'année,
il va approuver les états financiers annuels et il va approuver ou ratifier les règlements généraux puis certaines autres décisions importantes. Donc, pour faire son travail, le CA peut mettre en place des comités de travail pour ne pas avoir à travailler toujours en grand groupe, tous les dossiers, tout le monde en même temps. Donc, pour assurer ses responsabilités, on va avoir parfois des comités statutaires, donc des comités qui sont toujours en place. On parle de comités exécutifs. Donc, le comité exécutif, c'est comme quelques membres de CA qui sont nommés pour mettre en place les orientations que nous nous donnons. Donc, il doit répondre lui-même à son conseil d'administration. On a parfois des comités de gouvernance et d'éthique, des comités de vérification, donc pour aider à la vérification financière annuelle. Comité des relations de travail, donc c'est important, on va avoir des relations harmonieuses, donc d'avoir un comité qui est en place et qui veille à ce niveau-là, ainsi que des comités des ressources humaines. Puis on va avoir parfois d'autres comités lors de campagnes de financement, la mise en place d'une fondation ou tout autre comité ponctuel mandaté par le conseil d'administration, comme par exemple l'organisation d'une fête importante en mémoire de la fondation de l'organisation en question. Nous parlions qu'on allait présenter un exemple d'organigramme. Donc, sur cette vignette-ci, on voit que l'Assemblée générale est souveraine, donc elle est en haut de la pyramide. Elle délègue ses pouvoirs au conseil d'administration qui, lui, délègue à la direction ou à la coordination, tout dépendamment. Ici, c'est une direction. Et sous la direction, on a à la fois le comptable, l'assistance financière, ainsi qu'on voit l'équipe qui descend vers le bas avec un chef de groupe qui est responsable lui-même de certaines personnes aller jusqu'au bas de l'organigramme. Et ça, c'est l'organigramme d'une maison d'hébergement. Pour faire partie d'un conseil d'administration, il faut s'assurer de s'être acquitté des sens d'éligibilité. Donc, ça veut dire d'avoir payé sa cotisation si l'OBNL le demande. Le nombre de personnes établies pour siéger au conseil d'administration, sur un conseil d'administration, c'est au moins 3 personnes. Donc, on ne peut pas être 2 personnes pour faire un simple conseil d'administration. On doit aussi s'assurer qu'on ait toujours un nombre impair pour siéger, pour avoir un conseil d'administration. Dans les qualités requises pour être membre de CA, il faut être majeur, sauf exception. Certaines maisons de jeunes vont favoriser des fois l'implication de jeunes au sein de leur CA. Il faut avoir la capacité légale, donc ne pas être sous tutelle, par exemple, ne pas être un failli et non libéré. Donc, si on a fait faillite, c'est possible, mais il faut être certaine d'avoir été libéré de cette faillite-là, être une personne physique. Et lorsque le règlement général le demande, bien, de s'assurer de correspondre aux besoins que le siège demande, c'est-à-dire, par exemple, d'assurer un siège pour les utilisateurs de services, pour une minorité visible, etc., etc. Pour ce premier bloc-là, on va terminer sur les pouvoirs des administrateurs. Donc, bien, ils ont le pouvoir de la gestion des affaires de la corporation. Ils doivent le faire en collégialité, donc s'assurer que la gestion est assurée par plusieurs personnes et non par 1 ou 2 individus à l'intérieur de la CA. Donc, c'est un pouvoir qui est collectif. Les décisions sont prises par voie de résolution, donc c'est-à-dire que les décisions sont proposées, appuyées par une personne. On va aller chercher le vote si on en a besoin. On s'assure que les résolutions soient consignées dans les procès-verbaux, dans le cahier des résolutions s'il y en a un, et dans le grand livre de la corporation, donc pour répondre aux besoins des règlements généraux. Administrer les affaires et passer toute espèce de contrat permis par la loi, ainsi que de s'occuper de la régie interne et des règlements généraux. Voilà pour la première capsule.